Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Jean-François Kahn, que vous connaissez évidemment, fondateur et ancien directeur de Marianne et auteur des Mémoires d'Outre-Vie, le tome 2. André, vous avez d'ailleurs reçu il y a pile un an pour votre premier tome. Bonjour Jean-François Kahn. Bonjour. Je vis en ce jour deux émotions fortes. Occuper le siège et le micro du si singulier André Berkov, je vous le rappelle, en week-end prolongé. Et j'interviewe l'homme qui m'a révélé les subtilités de la politique, de l'actualité du monde, Jean-François Kahn. C'est pour un adolescent épris de journalisme dans les années 80, l'événement du jeudi. C'est pile d'hebdomadaires qui s'entassent encore chez mes parents, soucieux de la bonne transmission de leurs valeurs de droite, à l'heure où mon professeur modèle de sciences éco m'initier à l'idéal gauchiste. Alors, loin du clivage, je me suis confectionné mon sac à dos rempli d'événements du jeudi et de son objectivité, celle avec laquelle on parcourt le monde, la société et la rédaction avec un regard réfléchi. Bonjour maître Jean-François Kahn, vous venez de publier le tome 2 de Mémoires d'Outre-Vie, où toute l'actualité depuis la création de l'événement du jeudi en 1984 à aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Cette notion d'objectivité, elle est très importante. Elle vous a conduit, finalement. Oui, moi je parlerais plutôt d'honnêteté, de recherche d'honnêteté. L'objectivité, j'y crois pas. Parce qu'on est un sujet. Et si moi, le sujet, je parle, c'est par définition subjectif. Je suis pas dans ma tête, il n'y a pas une caméra. Dans ma tête, ma façon de parler, ma façon de réfléchir, ma façon de raisonner, ce que je suis, je sais pas, ma religion, ma philosophie, mes parents, mon éducation, ce qu'on m'a transmis, tout ça joue. Donc c'est forcément subjectif, mais il faut essayer d'être le plus honnête possible. Juste un mot sur cette petite histoire que j'ai lancée sous le ton personnel. J'ai deux souvenirs de ces événements du jeudi. Un dossier sur l'origine du conflit israélo-palestinien. Pour qui cette terre à qui cette terre revient-elle finalement? Et vous avez fait une étude historique poussé jusqu'à ne plus pouvoir aller plus loin, et pour s'apercevoir finalement qu'il était impossible de savoir qui s'y était installé en premier. Ça, c'était très fort. Ouais. Ça, il faut le faire, il faut le redire encore aujourd'hui. De toute façon, c'est vrai en général, hein. Je veux dire, d'une façon générale, on ne sait jamais qui s'est installé le premier. Sauf quand on se fait construire une maison de campagne, là on sait que c'est nous qui nous sommes installés le premier. Je parlais tout à l'heure en lancement des mots, alors MAUX et puis MOTS. Vous êtes un amoureux des mots, on va y revenir, mais j'ai appris en vous lisant turiféraire, sibyllin. Vous aviez à chaque fois dans vos éditos la volonté de nous faire apprendre des mots qui existent bien dans le dictionnaire. Ouais, mais je suis pas conscient de ça, j'étais pas conscient. Il se trouve que c'est sans doute des mots qui se sont incrustés dans mon esprit, et finalement je les emploie en croyant que c'est des mots banals finalement. Départ du journal, l'événement du jeudi, c'est le départ de votre livre, je vous le rappelle, Mémoires d'Outre-Vie, tome 2. Malgré tout, on l'a fait, on l'a dit. C'est ce que donc vous mettez en petit titre. C'est aux éditions L'Observatoire. C'est cela. En 94, l'événement du jeudi se construit comme aucun journal finalement ne pourrait se construire aujourd'hui, et comme aucun ne s'était visiblement construit avant. Il n'y a pas de gros investisseurs. Vous lancez finalement un appel aux dons. Parce que si vous voulez, c'est une histoire absolument folle. J'avais oublié que c'était une histoire folle, mais quand il a fallu que je me projette le film, je dis, mais comment j'ai pu faire ça? Mais comment c'est possible? C'est absolument inouï. C'est-à-dire, au fond, il y avait eu les élections de 81. Il y avait d'un côté une gauche qui... elle était dans l'illusion du triomphe, si vous voulez. Elle avait tous les pouvoirs, tout lui était permis, enfin bref, etc. Et on avait une droite qui, en revanche, j'en avais pris plein la gueule, s'était recroquevillée et sur elle-même, était devenue plus intolérante, si vous voulez. Et je sentais que... et ça jouait sur les médias aussi. Et je l'avais vécu parce que... Je vais vous raconter... D'abord, j'avais vécu parce que je dirigeais les Nouvelles littéraires avant. Et les Nouvelles littéraires appartenaient à Philippe Tesson.
Philippe Tesson, c'était le quotidien de Paris. Et quand... Qui est connu pour être un journaliste de droite. Oui, Ouais. mais c'est plus compliqué que ça. C'est très intéressant. Philippe Tesson, en fait, c'est une sorte d'anarchiste. C'est une sorte d'anarchiste de droite. Et quand la droite était au pouvoir, et pour lui, elle était au pouvoir, c'était normal, elle le serait toujours, elle l'a toujours été, enfin bref... Il jouait plutôt les opposants de gauche. Et moi, je me souviens, j'ai travaillé avec lui, j'étais son rédacteur en chef au quotidien de Paris. J'ai dit, mais arrête de passer les chroniques de tous les gauchistes qui passent. C'était incroyable. C'était rempli le moins de gauchos qui passaient dans les environs. Hop, il faisait une chronique, ça passait dans le quotidien de Paris. Et c'était vraiment... Et en vérité, le ton était très gaucho, hein, le quotidien de Paris. Et ça ne lui dérangeait pas, il s'en fout. L'idée, c'était, du moment que la droite est au pouvoir... Bah, c'est pas mal d'être gaucho, ça prouve de liberté. Mais à condition que la droite reste au pouvoir. Ouais. Ah mais si elle ne l'est plus, alors là c'est plus le jeu. Alors là ça va plus. Et à ce moment-là, il a basculé complètement de l'autre côté. Et là on est typiquement dans ce que vous appelez le binarisme. C'est ça. Hein, en fait, et c'est pour ça que vous créez ce journal. Je parlais tout à l'heure d'objectivité. Je parlais d'un côté la droite, de l'autre la gauche et comment faire. Vous vous êtes dit fini le binarisme, la droite ou la gauche, il y a autre chose. Bah, alors d'abord donc. Lui, il a tourné donc très à droite. Moi, je dirigeais les nouvelles littéraires. Moi, ça m'emmerdait par rapport à lui, le journal. Donc, si vous voulez, j'ai été confronté. À un moment, après, ils m'ont demandé d'être le patron, ça n'a pas duré longtemps, du Matin de Paris. Écoutez bien cette histoire, parce qu'elle est très typique. C'est un journal de gauche. Vous vous souvenez, le Matin de Paris? Oui. Il y a des élections municipales. Je fais un édito. Et dans l'édito, je dis, bon, bah, c'est un journal de gauche, municipal, vous allez voter à gauche, c'est normal, c'est un journal de gauche. Je dis, mais, si vous avez un maire de droite excellent, il n'y aurait aucune raison de le virer. Et si vous avez un maire de gauche complètement nul, en revanche, il ne faut pas le garder. Et il y a eu une délégation de journalistes qui sont venus protester en me disant, on ne peut pas dire ça dans le journal de gauche. C'est pas possible. Et comme j'avais eu les deux expériences, la droitisation du journal de Tesson, et ça, cette connerie et d'autres, je dis mais c'est pas possible, on peut pas rester là-dedans. Faut créer un journal. Faut créer un journal où c'est même pas tellement qu'on sort du clivage gauche-droite, c'est qu'on se pose pas la question de savoir si c'est droite ou de gauche. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est juste ou c'est pas juste, c'est cohérent, c'est pas... Jean-François Kahn, on vous tient jusqu'à 14h. Augustin a 2-3 petites choses à nous dire, mais vous restez bien là, hein, parce que c'est passionnant cette histoire. Eh bien justement, vous êtes de droite, vous êtes de gauche, vous en avez peut-être aussi un peu marre des étiquettes, vous nous appelez au 0826 300 300, puis on va décrypter l'état du journalisme et de la politique aujourd'hui. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Frédéric Brindel. Et que ce soit sous le soleil ou sous la pluie, je suis mammouth avec mon petit grain de folie. Nini la chance. Nini la chance, Annie Cordy et la surprise de Jean-François Kahn qui vient donc de vous proposer son 2e tome, Mémoire d'outre-vie. J'ai choisi ce petit clin d'œil à Annie Cordy parce que, déjà, vous êtes un passionné de chansons françaises, populaires aussi, et vous évoquez Annie Cordy dans votre livre, tout comme vous évoquez Lynn Renaud, parce que vous parlez de ces images, de ces sons que vous retenez. C'est formidable. Annie Cordy. Alors, tout à l'heure, je voudrais quand même vous finir ce que je vous disais quand j'ai créé l'événement du jeudi. Parce qu'un jour... Juste sur Annie Cordy. Non, mais je vous dis, j'étais invité... Un mec qui me dit, voilà, on est une association, tout ça, on vous a donné un prix. Ah ouais, un prix, donc on fait une grande cérémonie, il faut venir chercher le prix. Je trouvais ça bizarre. Mais je trouvais ça marrant. Bon, finalement, j'emmène une amie et on va à la réception du prix. Et il y avait Annie Cordy qui avait eu le prix de la chanson. Moi, c'était... Et donc, on attend qu'il nous appelle à la tribune. Et Annie Cordy, elle était vieille. À côté de vous. Hein, elle apparaissait totalement vieille, sympathique, je la connaissais. Elle était totalement courbée. À un moment, on l'a appelée à la tribune. Elle a marché comme ça, comme une vieille dame, comme un vieillard. Elle avait du mal. Les escaliers, il n'arrivait pas à les monter. C'était absolument terrible. Et d'un seul coup. Et tout à coup, il donne le micro.
Et alors là, une espèce de métamorphose totale. Elle se redresse, elle danse, elle monte des trucs, elle est en pleine forme. Et là, j'ai vu le phénomène électrique, si vous voulez, qui transporte comme ça l'artiste. Ouais. Ah, je dois dire que c'était inouï. Mémoire d'outre-vie, donc 37 années, c'est le tome 2, donc 37 années d'actualité. On va avec vous, et nous avons le temps, et vous, les auditeurs de Sud Radio, vous pouvez appeler 0826 300 300, mais cela part donc de cette création, tâche difficile, voire inimaginable, de créer un magazine non positionné politiquement, sans soutien de grands groupes de presse. Aujourd'hui, est-ce possible? Non, c'est clair. À l'époque, c'était peu envisageable. Vous lancez une souscription publique, un hebdomadaire d'information dont le premier numéro sortira en septembre 84, l'événement du jeudi. Et avant la petite respiration, nous évoquions le fait que vous aviez refusé de vous positionner à gauche ou à droite. C'est même pas, oui, c'est-à-dire, encore une fois, c'est-à-dire, d'abord, on voit les choses. Je trouve inconcevable qu'on me dise, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais déjà ce que je vais en penser. Par exemple, je fais un journal d'opposition. Ah oui, d'accord, je ne sais pas ce que va faire le pouvoir, mais je sais que je suis contre. Ou au contraire, je fais un journal pour la majorité. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais je sais que je suis pour. Et tout comme ça, c'est absurde. Et là, l'idée, mais attendez, d'abord, on regarde. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je sentais, mais comment ça montait en moi? C'était presque physique. Faut faire quelque chose, faut créer un journal, c'est pas possible. Mais j'avais pas d'argent. Je connaissais pas des gens qui avaient de l'argent. Je connaissais pas un banquier, etc. C'est de la folie et tout. Vous y avez mis vos tripes, hein, Jean-François Kahn. Vous y avez mis vos tripes. J'ai mis mes tripes. Alors à un moment, je sais pas ce qui me prend. Je fais le numéro de téléphone de l'agence France Presse. Allô, l'agence France Presse, j'ai un communiqué à vous faire. Je crée un journal. Et une fois que il y avait un communiqué, et une fois que je l'avais dit, il fallait que je le fasse. Alors, sans rien. Et là, je raconte, c'est inouï. Parce que, alors c'est là où j'ai eu l'idée, moi, on n'a pas d'argent, donc on va demander à tous les gens qui veulent un journal comme ça d'y collaborer, financièrement de le permettre, mais pas des dons actionnaires. C'est-à-dire, ils étaient propriétaires. Il y avait 30 000 personnes qui étaient propriétaires du journal. Mais vous savez, pour être propriétaire d'un journal, c'est-à-dire, il faut acheter des actions. Donc, ils avaient 30 000 au prix des actions. Ces actions, on les achète dans une banque, c'est la loi. Et moi, je cherchais une banque. Pourquoi? Pour leur donner de l'argent, enfin pour leur apporter de l'argent, pas pour leur demander. À la même époque, Hersant, qui était endetté, empruntait des milliards aux banques, aucun problème. Moi, je leur demandais, est-ce que vous acceptez que je vous apporte? Et c'était non. Elles refusaient toutes. Et quand je cherchais une imprimerie, on me disait, ah oui, c'est très bien, c'est formidable, ou du papier, achetez du papier. Mais attendez, dans votre journal, il y a quoi? Il y a Rothschild, il y a Dassault, il y a machin, il y a... Non, ah ben non, il y a 30 000 propriétaires. Quoi, 30 000 propriétaires? Il me regardait comme un fou. Et il dit, quelle est la ligne? J'ai dit, indépendant. Impossible. Et il me refusait. Et là, tous perdus. Tout. Et là, je raconte donc tout ça, mais vous n'imaginez pas ce que ça a été, quoi. C'est inouï. Oui, ça fait... il y a beaucoup de chapitres consacrés à la création. J'ai pas envie de dire la création, j'ai envie de dire la naissance, parce que finalement, l'événement du jeudi est mort lorsque vous êtes parti. Vous aviez prévu de partir au bout de 10 ans de gouvernance. Il y a eu un rachat du groupe Lagardère, et puis ça s'est appelé l'événement, et puis en 2001, c'était terminé. Faut dire pour dire toute la vérité, on l'a tué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je crée un autre journal, j'ai dit, ça serait con que le premier journal que j'ai créé fasse de la concurrence au deuxième. Et on le rappelle, c'est 97, donc le lancement de Marianne. Voilà. Juste sur cette idée de lancement, on n'est ni à gauche ni à droite. Finalement, si vous aviez fait ça aujourd'hui, on vous aurait accusé d'être soutien d'Emmanuel Macron. C'est un peu la politique de Macron. Mais moi, je ne sais pas ni à gauche ni à droite. En vérité, on prenait des positions qui pouvaient être très à gauche, ça ne me dérange pas du tout. Alors là, franchement, très à gauche, ou des positions qui peuvent être considérées comme très à droite. On a pris des positions sur le plan social qu'on peut considérer comme très à gauche, et on est le premier journal sur l'immigration ou sur la sécurité publique à dire des choses qu'aujourd'hui on classe très à droite. C'est plutôt...
on regarde les choses et on dit ce qu'on croit devoir dire sur cette réalité sans se poser la question si c'est de droite ou de gauche. C'est plutôt ça. Sur l'équipe magnifique que vous avez mis en place, alors Jérôme Garcin, Alain Duhaut, Maurice Safran, qui est votre compagnon jusqu'à la création de Marianne, Éric Fotorino, qui deviendra patron du Monde, Pierre Péan, fabuleux journaliste, qui a écrit notamment sur le Rwanda, sur le Kosovo. Courageux. Voilà, il y a Albert Duroy, qui était une star de la télévision. Après, plus tard. Voilà, et puis Jean-Paul Kaufmann. Et Jean-Paul Kaufmann, vous l'envoyez couvrir les événements au Liban, et avec Michel Seurat, il est donc enlevé. Il est l'un des 2 otages. Michel Seurat décédera. Jean-Paul Kaufmann sera libéré au bout de 3 ans. Et là, vous, en tant que directeur du journal, vous êtes un vrai négociateur. Vous côtoyez les sphères internationales. On essaye, c'est-à-dire qu'on se mobilise. Toute la rédaction se mobilise. Pendant 3 ans, on se mobilise. Mais par exemple, il y a un épisode... parce que je le dis, parce qu'il est malgré tout amusant, bien que ça soit dramatique, c'est que je vais au Liban. Je dis, je vais. Et j'essaye d'avoir un contact avec les ravisseurs, parce que je crois être les ravisseurs. Alors ça a été très facile, parce que quand je suis arrivé au Liban, les ravisseurs, à savoir le Hezbollah, ils m'ont enlevé. Enfin, moi, c'était très court, mais je ne pouvais pas le savoir. C'est-à-dire, tout à coup, une voiture arrive, ils me prennent, ils me foutent dans la voiture, etc. Ils m'emmènent et là, vous avez peur quand même, Jean-François Kahn. Je me dis, moi aussi, je vais dire. Et ils m'emmènent, et là, ils me bandent les yeux, ils me poussent dans une pièce qui me semblait noire, mais comme de toute façon, je m'avais bandé les yeux. Voilà. Et là, il y a un mec qui m'interrogeait, comme un flic, là, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, etc. Qui parlait français considérablement et tout, enfin vraiment un vrai interrogatoire. Après, ils me repoussent dans une pièce d'à côté où il y avait 4 types avec des kalachnikovs, qui très froids comme ça, qui bougeaient pas. On était là, on était 3. Et je me suis dit, merde, bon, ça y est, on est enlevé, c'est bon. Et puis, je les entendais parler. Et à un moment, j'entends un des 2 qui parlait avec l'autre, et j'entends qu'il lui parlait de Belmondo. Oui, il était fan de Belmondo. Voilà, et je me dis, je comprends que bon. Je dis, vous savez, Belmondo... Moi, je connais très très bien Belmondo, ce qui est absolument pas vrai. Je ne connais pas Belmondo. Je dis, je connais très très bien Belmondo. Je me dis, vous connaissez, oh là là. Il dit, mais alors c'est quand il fait des cascades, c'est lui. Oh, mais je peux vous dire, je suis témoin. C'était vraiment lui, pas doublé. Enfin bref. Et alors peu à peu, la glace a fondu. Et au bout de 2 ans, 2 heures, on était libérés grâce à ce mensonge sur le fait que j'étais un grand ami de Belmondo. Bon, ça va plus loin. Vous obtenez finalement, vous êtes en contact avec les autorités françaises. Parce qu'ils m'ont emmené, après j'étais en Syrie. Alors là, sans passer par la douane, c'est incroyable, sans passeport. J'étais en Syrie parce que j'avais eu un contact en disant, il y a des gens qui peuvent vous aider. Attends. Et on me dit, j'arrive à Damas. Et là, il y avait 4 barbus, vous savez, le barbu caricatural. Ouais. Et on me dit, il faut les embrasser sur les 2 joues. Aïe, aïe. Et bon, mais, tant pis, je me précipite, je les connaissais pas, je les embrasse sur les 2 joues. Et on fait une négociation avec eux, et c'est là où ils me disent, vous savez, nous, on sait pas, on ne connaît pas les ravisseurs, mais on croit savoir qu'ils ont des œuvres sociales et que si vous contribuiez aux œuvres sociales, ça pourrait favoriser la libération. En fait, c'était vraiment des mecs qui négociaient pour eux. C'est impressionnant. Alors, beaucoup d'énergie, on l'a dit, perdue pour le lancement de ce journal. Beaucoup d'énergie, évidemment, dans cette aventure et beaucoup d'énergie aussi donnée de votre part sur ces nombreux procès. Alors, tout le monde vous a accusé, Jacques Médecin, Jean-Marie Le Pen, jusqu'à Johnny Hallyday. Et ça, évidemment, mon cher Augustin, on en reparle dans un instant. On en reparle dans un instant. On va aussi revenir sur cette présidentielle, puisque Jean-François Kahn est un observateur de longue date. Vous nous appelez au 0826 300 300. Un chanteur symbole, Jean-François Kahn, de ces années événements du jeudi, les années 80. Symbole aussi de votre journal. Je ne crois pas ce qu'on me dit, mais je me fais mon opinion. Nous évoquions les nombreux procès que vous avez reçus.
Ce sont les années Jean-Marie Le Pen, le FN qui attaque facilement. Il y a les condamnations de Jacques Médecin, qui était, rappelons-le, le maire de Nice. Mitterrand, surtout, j'ai eu des procès avec les fils de Mitterrand. Jean-Christophe Mitterrand. Voilà, Jean-Christophe Mitterrand. Aujourd'hui, il y a toujours autant de procès ou finalement moins parce que la presse n'y va moins? Vous parlez du journalisme d'investigation. Est-ce qu'il se perd, ce journalisme d'investigation? Non, je crois pas. Moi, je sais pas. Moi, j'ai été mis en examen 230 fois. Ah oui. 230 mises en examen. Vous voyez, c'est pas... Et des gardes à vue, non? Non, j'ai pas eu de garde à vue, j'ai eu des saisies. Ouais. Le premier numéro de Marianne a été saisi, par exemple. C'était la première fois depuis la guerre d'Algérie. Et alors, par exemple, c'était sur médecins, parce que vous parlez des procès de médecins. On était toujours condamnés, parce que ça se passait à Nice. Oui. Donc les magistrats, ils étaient imposeurs de médecins. Donc on était toujours condamnés. Et qu'est-ce qu'on disait? En gros, on disait qu'il avait piqué dans la caisse. Enfin, qu'il piquait dans la caisse. Bon. Entre-temps, il y a un rapport de police, une enquête de police qui prouve qu'il a piqué dans la caisse et il est en fuite. Donc ça ne fait plus aucun doute, etc. Et c'est à ce moment-là où j'ai le premier procès en appel à Aix. Et je m'en souviendrai parce que je vais vers le juge. D'abord, le juge, il voulait pas me donner la parole. Donc moi, je fais 3 pas en avant, sans me faire entendre, il croyait que je voulais lui casser la gueule. Oui. Oui, Scène surréaliste au barreau. Hein. Parlez. Et j'ai dit, voilà, écoutez, on a dit ça, et maintenant ça y est, la police a fait une enquête, c'est établi, il est en fuite. Et vous savez, il me répond, sans doute, mais vous n'étiez pas censé le savoir. Et d'un point de vue juridique, c'est tout à fait exact. Oui. Qu'est-ce que dit cette époque? Alors, il y a les années Mitterrand, vous en avez parlé, et surtout, il y a les années de cohabitation. Il y a aussi ce moment où il y a des élections législatives, donc, et où finalement, il y a le président au pouvoir, François Mitterrand, qui laisse le flambeau à un gouvernement Chirac, oui. La droite, et... finalement, il est réélu parce que c'est la droite qui a pris tout. Ah oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans notre actualité... Je pense que si Macron va peut-être être réélu, mais je suis certain que si Macron avait dissous l'Assemblée il y a 2 ans, l'opposition aurait gagné les élections et il aurait été réélu président facilement. Oui, alors la dissolution comme une arme, bon, même si ça s'est retourné un jour contre Jacques Chirac. C'est formidable, ouais. Vous êtes président, vous êtes au pouvoir, mais vous apparaissez comme le chef de l'opposition. Donc vous y gagnez, c'est-à-dire vous avez la légitimité du président, mais vous avez tous les avantages du mec qui est dans l'opposition. Franchement, c'est idéal. Il y a beaucoup de candidats qui ont évoqué ce débat des institutions françaises. Ah non, moi je pense que la Constitution, écoutez, on peut pas continuer comme ça. Vous avez 55% des gens qui ont voté pour des partis radicalement contestataires. Il faut quand même voir ce chiffre. Ouais. 55% extrême droite. C'est-à-dire à la fois Mélenchon et à la fois Marine Le Pen. Oui, mais et ceux qui sont proches d'eux. Mais aussi Zemmour, mais aussi Dupont-Aignan. Mais bon, ces 55%, ils ont combien de députés au Parlement? Je vous pose la question. Voilà, c'est ça, c'est la colle, Jean-François Kahn. 6%. 6%. Ouais. 55% dans le pays. Et ils représentent 6% des députés au Parlement. Il y a même un truc encore pire, c'est le Sénat. Parce que le parti de droite libéral a fait moins de 5%. Hein, ouais. Mais ils ont la majorité absolue au Sénat. Bon, plus le côté du pouvoir monarchique. Ce qui est insupportable dans Macron, qu'on soit pour ou contre, c'est le côté de pouvoir, je dirais, narcissico-monarchique, qu'il a poussé au maximum. Donc tout ça doit être remis à plat. Vous évoquez... complètement. Il faut revoir complètement nos systèmes institutionnels. Vous évoquez la proportionnelle et notamment cette élection, alors je crois de mémoire c'est 86, où en fait avec les 10%, le groupe de Jean-Marie Le Pen, en fait il y a un groupe Front National à l'Assemblée. Mais tant mieux. Voilà. J'ai été sidéré que les gens... Comment vous voulez la proportionnelle? Donc vous voulez qu'il y ait des députés Front National à l'Assemblée? Mais mon con, s'il y a des gens qui votent Front National, la démocratie, c'est qu'ils aient des députés. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Pas à vous de décider quels sont les bons députés et les mauvais députés. Ils ont eu, je sais plus, 11%, 12%. Bon, bah, ils ont eu 9% de députés, c'est bien. J'ajoute un truc, hein, pour le Front National, ou même pour l'extrême gauche. C'est que s'ils n'ont pas de députés, ils peuvent dire n'importe quoi. Alors, quand ils ont député, on voit comment ils votent. Et très souvent, ça leur fait plutôt du tort.
Très intéressant aussi ce combat que vous avez mené les années 80. Alors bon, il y a des révoltes étudiantes. Alors bon, il y a la petite révolte contre De Vaquet, etc. 86. C'est cyclique. Voilà, c'est cyclique, ça on le sait. Mais il y a quand même un fort courant. La création de l'événement du jeudi, ça correspond, c'est la même année que la création des SOS Racisme. Est-ce que tous ces combats que vous avez menés contre le Front National, finalement, qui n'ont pas abouti à une réussite, parce que le Front National est de plus en plus fort. Aujourd'hui, il s'appelle le Rassemblement National. Est-ce que vous avez des regrets, peut-être le regret de les avoir attaqués sur un front qui n'était pas celui sur lequel il fallait attaquer ? Non, alors d'abord, puisque vous évoquez ça, le comble du comble, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les étudiants à la Sorbonne. Là, ils ont évacué, mais à la Sorbonne, à Sciences Po, où vous avez des manifestations violentes contre le résultat d'une élection. Mais enfin, c'est les gens qui votent, c'est quand même... Et ils se disent démocrates. Marine Le Pen est au 2e tour. C'est un scandale, on manifeste. Mais surtout, et en plus, ils manifestent quelquefois contre le résultat 2e tour en soi. Ce sont souvent les jeunes mélanchonistes qui sont très actifs. Moi, j'ai des retours aussi de Nanterre également. Il fallait décider par décret que Mélenchon gagnerait l'élection. C'est ça que ça veut dire. Et vous avez des journaux de gauche qui ne protestent pas. Ils n'ont même pas 10 lignes pour dire arrêtez vos conneries. Si on est démocrate et qu'on accepte les élections, on ne vote pas contre le résultat des élections. Je trouve ça absolument extraordinaire. Mais pour ce qui est de ma position, j'ai écrit 2 livres. J'ai écrit un livre qui s'appelait Pourquoi le Parti Socialiste devrait se dissoudre. Je crois que j'avais raison. On s'en approche peut-être. Et j'en ai écrit un autre qui s'appelait Marine Le Pen vous remercie. Et c'était un livre pour dire, ça s'adressait à la gauche en général et à l'extrême gauche, vous allez faire voter Marine Le Pen et élire Marine Le Pen avec vos conneries. Et c'était une critique de toute la façon, ça allait dans votre sens, c'était une critique de toute la façon. Moi, je n'étais pas pour, j'étais tout à fait... Mais surtout à l'époque, elle a évolué depuis, mais c'était la critique de toute la façon dont on s'y prenait, dont certains s'y prenaient pour critiquer ou attaquer Marine Le Pen. Mais vous dites aussi que la gauche s'est trompée de combat en ne prenant pas en compte les préoccupations de leur base, c'est-à-dire le peuple. Cette question de la sécurité... C'est même pas question le peuple. Oui, enfin, vous avez raison, c'est leur base. Enfin, maintenant, tout le monde le dit, c'est pas très original, mais il est vrai qu'à l'événement du jeudi, et à Marianne, on a beaucoup insisté là-dessus, se dire, mais attendez, il faut prendre en compte le réel, dans toutes ses dimensions, c'est pour ça qu'on avait créé l'événement du jeudi. Parmi les dimensions du réel, il y a le problème de l'immigration, il faut l'aborder. Si vous ne l'abordez pas, vous ne pouvez pas vous plaindre que certains l'abordent de façon qui ne vous plaise pas. Vous avez qu'à l'aborder de façon qui vous plaise. Et quant à la sécurité publique, à l'ordre public, à la lutte contre la délinquance, il faut aborder la question. Il ne faut pas se défausser, dire « Ah non, c'est pas bien d'aborder cette question-là ». Mais quand vous faisiez des éditions spéciales, alors souvent en été d'ailleurs, ça s'appelait « Les salauds » ou alors « Les cons ». Il y avait quand même cette notion de la pensée, alors pas unique parce que vous êtes battu contre la pensée unique systématiquement, mais de dire tiens, un tel est un salaud parce qu'il dit ça. Et comme vous dites là, je n'invente rien aujourd'hui, il faut que la gauche s'est trompée de combat, mais la presse aussi finalement n'a pas vu venir ça. Oui, mais nous quand on a fait les salauds, les cons, c'est tout à fait dans une autre dimension, c'est d'ailleurs assez oui, vous parliez de tyrans. Il se trouve qu'on était au mois d'août, et qu'au mois d'août, les journaux font le salaire des cadres, le mal au dos, les francs-maçons, la franc-maçonnerie, etc. Et nous, on ne voulait pas faire ça, on n'a jamais fait ça. Et à ce moment-là, il y a une information, il y a des Kurdes, les rebelles kurdes, dissidents kurdes qui attaquent un village où il y a d'ailleurs des Kurdes, ils tuent les femmes, les enfants, etc. Et tout à coup, on était très frappés par ce phénomène qui fait que les opprimés deviennent des oppresseurs, que les gens qui sont victimes de massacres en arrivent à massacrer. Et donc, c'était l'idée sartrienne, si j'ose dire, du salaud. Et donc, on décide, pour nous, c'était hautement philosophique, et on décide de faire cette une sur le salaud. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir s'il faut parler avec le salaud ou pas, si un tel est vraiment si con. Bien sûr qu'il faut parler avec les salauds. Et quant aux cons, oui, alors les cons, je vais vous raconter quand même la meilleure. Les cons. Alors là, les cons, c'était pour dire la vérité, là, c'était beaucoup plus pour la vente quand même. Mais enfin, c'est comme disait le général de Gaulle, c'est un vaste sujet. Le général de Gaulle disait mort aux cons, c'est un vaste problème. Et on dit on va faire les cons, très bien. Donc on enquête sur les cons, et en particulier sur les cons en politique. On demande à tous les journalistes politiques de Paris et de la province quel est le plus con.
Et il y en a un qui gagne nettement. Il est mort aujourd'hui. Il gagne nettement. Et ensuite, il y a des élections législatives. Et alors, dans les élections législatives, on avait choisi quelques députés pour quelques candidats célèbres, pour dire celui-là c'est le plus dogmatique, c'est le plus sectaire, c'est le plus ceci, c'est le plus cela. Oui, il y avait cette notion, Voilà. quand même. Et là, on voulait dire que c'était le plus con. On n'osait pas dire le plus con, dire celui-là c'est le plus sot. Et donc on met ça. Et quand le journal paraît, je reçois des coups de téléphone. Allô, écoutez, vous avez raison. C'est pas un cadre, le mec. Mais enfin, pourquoi l'attaquer en dessous de la ceinture? J'y ai, pourquoi en dessous de la ceinture? Et j'ai plein de téléphones comme ça. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on avait envoyé le titre en une affiche, ils avaient mal pris et ils avaient écrit le puceau. Et donc, il y avait des affiches partout, Monsieur Attel, le puceau. Et le mec, j'ai dit, mais pourquoi le puceau? Et lui-même, que j'ai bien connu après, n'a jamais compris pourquoi on l'avait accusé d'être un puceau. Les cons. Alors, vous savez qu'en journalisme, Augustin, on dit que on est un con. Et de plus en plus, on utilise le on, de moins en moins de précision de sujet. C'est une réflexion sur la connerie. Le on, les Français, de grande généralité. Alors, qui est le plus con ou qui sont les moins cons, on ne sait pas. Mais vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Frédéric Brindel. Et les prénoms composés parlent au prénom composé. Nous sommes avec Jean-Claude de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Sud Radio. Bonjour Jean-Claude. Bonjour à votre invité, Jean-François Kahn. C'est un plaisir, n'est-ce pas, la sortie de son livre Mémoire d'outre-vie, tome 2. C'est à vous, Jean-Claude. Alors, je ne l'ai pas lu, mais par contre, je peux vous dire que j'ai lu Jean-François Kahn à travers les journaux. J'ai entendu Jean-François Kahn quand malheureusement il ne passe plus, mais quand il était effectivement présent sur des débats à la télévision. Moi, je vais vous dire, j'ai 68 ans, Jean-François Kahn, j'ai été bercé effectivement par la presse écrite. Il est utile de vous dire que Marianne, bon, je suis de sensibilité gauche. Je préfère vous le dire. J'ai été bercé effectivement par la presse écrite, Marianne, j'ai acheté Libération, j'ai acheté Marianne effectivement, et Le Monde. Bon, et moi, alors ça tombe bien, mais moins l'événement du jeudi, alors, parce que moi j'ai beaucoup axé sur l'événement du jeudi, vous c'est plus Marianne. L'événement du jeudi, ça, je le lisais aussi effectivement, contrairement à l'Express. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire à Jean-François Kahn, c'est une question simple, mais enfin, on va pas faire référence à l'élection présidentielle. Moi, j'ai envie de poser la question à Jean-François Kahn, parce que pour moi, ce sont des yeux et des oreilles quand même de décennies de vie politique et de chronique. Et moi, il m'a toujours plu, ce monsieur, parce que je trouve qu'il avait toujours une pertinence d'analyse, même dans ses écrits, et surtout. Alors, Jean-François Kahn, la question, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'information avec un grand I ou un petit I, et surtout du mode d'information? C'est-à-dire que j'ai l'impression, je résume, le journalisme aujourd'hui, et je vais aller droit au but, est-ce que vous ne pensez pas vous y étiez sans doute vous aussi en presse écrite, mais ne pensez-vous pas aujourd'hui que le journaliste de quelques médias qui l'appartiennent, et surtout les médias que nous avons au quotidien, en numérique et en continu, vous ne pensez pas qu'il a moins de liberté que vous aviez, vous? Et même si vous avez été certainement censuré. Et moi, je regrette cette époque, monsieur, parce que quand on lisait vos articles, quel que soit le journaliste, de quelque bord qu'il soit, on se faisait et on se forgeait une idée et on se forgeait, comment dirais-je, c'était quelque chose d'intéressant et c'était quelque chose qui nous apportait un plus. Bon, Jean-Claude, là, vous touchez au cœur d'un des grands thèmes de ce livre. Vous nous avez dit que vous ne l'aviez pas encore lu, mais rassurez-vous, Jean-François Kahn vous répond et c'est au cœur. Vous parlez même, Jean-François Kahn, un peu de pensée unique des journalistes qui passent d'un média à un autre. À l'époque, je parle moins maintenant, mais à l'époque, j'avais en effet été le premier à dénoncer ce que j'appelais une pensée unique. Après, j'y ai renoncé parce que les gens utilisaient ça pour tout et pour n'importe quoi. La pensée unique, c'est la pensée avec laquelle on n'était pas d'accord. Non, ça ne marche pas. Mais à l'époque, c'était une pensée qui s'imposait comme étant la seule qu'on avait le droit d'expliciter. Non, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Compte tenu de la situation, compte tenu de ce qu'on se dirait que c'était très dangereux, la situation politique, j'ai adressé 4 tribunes libres
très 4 tribunes libres au Monde, journal auquel j'ai travaillé. 4 tribunes libres au Monde, à la rubrique débat. Vous entendez bien, ça s'appelle débat. Dans un débat, normalement, on n'est pas obligé d'être d'accord. Les dernières pages. Pour leur dire. En gros, je simplifie, arrêtez de jouer au con. Si vous soutenez ces espèces de dérives de la gauche, ces folies, les islamo-gauchistes, les trucs, sans les rappeler à l'ordre et tout, vous allez avoir une disparition de la gauche et une extrême droite à 35%. Enfin bon. Je me souviens, il y en a un qui commençait, ma grand-mère me disait toujours, mon petit, il faut sortir. Je dis, ben sortez, écoutez, entendez, regardez. Les 3 fois, ils me disent on peut pas passer ça. Et ce que dit Jean-Claude, est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu... Non mais attends, j'ajoute quand même, parce que pour dire que j'ai fait la même chose ensuite, 3 tribunes libres pour le Figaro, pour leur dire vous êtes bien gentils, mais à force de soutenir, d'appeler la droite à une surenchère continuelle, vous allez tuer la droite. Il va y avoir une concurrence, vous allez tuer la droite. Et je me souviens d'un des articles, j'ai dit oui, il y a un fascisme de gauche, mais n'inventez pas un stalinisme de droite. Ah, mais c'est très bien, on ne peut pas passer ça. Les 3, on ne peut pas passer ça. Et je ne pouvais plus m'exprimer non plus dans le journal que j'avais créé. Ben voilà la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on n'est pas... Est-ce que ça a changé ou pas ? Est-ce que ça a changé ? Ça s'est aggravé. C'est toujours pareil. Non, ça s'est aggravé. C'est pas ça. D'accord. Il y a une liberté. Mais aujourd'hui, il y a une telle emprise des radicalités de droite et de gauche sur les journaux, une telle emprise, que quand à tort à raison on est comme je suis moi, c'est-à-dire ce rejet des 2 radicalités, ça devient très difficile de s'exprimer. Alors moi, j'ai un âge où je m'en fous, mais ça devient très très difficile de pouvoir s'exprimer. Mais Jean-Claude, quand vous posez cette question, vous imaginez qu'il s'agit d'un problème plus politique ou d'un problème de conflit d'intérêts ? On sait que des grands groupes détiennent bon nombre de médias. Est-ce que c'est plus, vous, le fait que les journalistes soient à poings et mains liés politiquement ou d'un point de vue économique, d'une certaine manière ? C'est quoi votre question par rapport à ça ? Je pense que c'est une question d'intégrité. Et je pense qu'effectivement, je rejoins un petit peu Jean-François Kahn, il est possible qu'à une certaine époque, qu'on soit de droite ou de gauche, on pouvait écrire effectivement des choses qui étaient lues. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je le regrette parce que moi, je suis pas, vous savez, lire les informations sur le site internet, ça m'intéresse pas. Et ça m'intéresse pas parce que j'ai l'impression de pas retrouver, je dirais, des journalistes qui écrivent avec leur idée, leur pensée, qui cherchent pas forcément, je dirais, à nous, à nous convaincre. Déjà, voilà. Moi, je trouve que l'information aujourd'hui, elle est, alors je vais pas dire banalisée, parce que ça serait un mot un peu faible, mais je pense que je préférais voir les éditos dans des journaux avec des gens qui s'expriment, qu'on ne voit plus d'ailleurs à la télé. Bon, ça c'est une chose, que vous invitez vous Sud Radio, et je vous en remercie, super. Mais je pense que c'était des gens qui avaient quelque chose à dire, qui essayaient pas forcément, comment dirais-je, de nous enfermer dans une information. Moi, vous savez... En fait, Jean-Claude, ils ne dissimulaient pas leur point de vue. C'est intéressant, Jean-François Kahn, parce qu'on reproche aujourd'hui à certains journalistes, notamment lors des grandes émissions politiques de France Télévisions, il a été reproché à certaines de nos consoeurs d'avoir été un petit peu juge et parti. Finalement, ce que demande Jean-Claude, c'est que, oui, on soit clairement juge et parti, mais qu'on ne le dissimule pas, c'est un peu ça. Oui, je pense en effet, c'est pas la peine de dissimuler, tout à fait. Ou en vérité, l'idéal, ça serait de dire, écoutez, je vais essayer d'être le plus honnête possible, parce que c'est mon métier. Mais je vous cache pas que j'ai cette préférence. Sachez-le. Une fois que vous le savez, vous avez peut-être plus de moyens de peser le pour et le contre de ce que je vous dis. Mais c'est l'idéal. Ça serait peut-être plus, finalement. Merci Jean-Claude, en tout cas, pour votre appel. On sent votre attachement à Jean-François Kahn. Nous sommes avec Loïc, qui nous appelle de Lourdes. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Loïc, bonjour. Vous avez lu ou non? Vous ne l'avez pas encore lu, Mémoire d'outre-vie. Vous me direz 600 pages et ça vient de sortir. Non, j'ai pas du tout encore lu. Ouais. De toute manière, j'avais creusé un peu dans ce côté sombre là, mais toutes ces magouilles et tout, il y en a dans tous les sens, donc. Oui. Ouais, on peut pas tout lire non plus. Alors vous allez vous régaler si vous lisez Mémoire d'outre-vie. Votre question, Loïc? J'ai pas vraiment de question. Moi, je réponds un peu par rapport à ce que vient de dire Jean-Claude. Oui. Je le comprends lui-même. Comment dire comment croire à la liberté de la presse quand on sait que 90% des médias sont financés par moins de 10 milliardaires. On ne mange pas la main de celui qui nous nourrit. Donc ces médias sont toujours forcément dans le sens que veut le système, quoi.
Alors, très intéressant la réflexion, la réaction de Loïc. Elle est complémentaire de celle de Jean-Claude et elle retourne sur le chemin sur lequel je voulais vous emmener. Ces grands groupes, ces grands milliardaires qui ont le pouvoir sur la presse ou pas? Non, c'est évident. Moi, j'ai créé le journal qui n'était pas contrôlé par des milliardaires, parce qu'il y avait 30 000, je le répète, 30 000 petits actionnaires, vous imaginez. L'événement du jeudi, on en a parlé. Et quand j'ai créé Marianne, je l'ai créé avec 9 ou 10 actionnaires, mais très petits actionnaires. Donc évidemment, la mainmise sur les médias de grands groupes, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la caricature inverse en disant, puisque c'est entre les mains de grands groupes, les grands groupes imposent une ligne et le journal n'est pas objectif. Je crois qu'il y a eu une nouveauté positive, quand même, tout n'est pas négatif, c'est que les journalistes, l'entité journalistique a pris une importance, une indépendance qu'elle n'avait pas avant. Et qu'il y a des choses que moi j'ai connues quand j'ai commencé, ça fait longtemps, comme vous pouvez imaginer, hélas, vous n'imaginez pas. Moi, vous savez, je sais pas si pour des gens qui se souviennent d'une manifestation qui a eu lieu et où il y a eu 9 morts au métro Charonne. Je sais pas si ça vous dit quelque chose aux gens. Enfin, il y a eu 9 manifestants. Donc à Paris, dans le 12e arrondissement. Il y a eu 9 manifestants tués. Je couvrais cette manifestation pour le journal Paris Presse. Quand je suis rentré pour faire le reportage, on me demande rien. Je comprends pas. Je dis, pourquoi on me demande rien? Je vais voir le rédacteur en chef, il était au téléphone. Et et tout à coup, je comprends qu'au téléphone, il est en train de se faire dicter le récit de la manifestation par le ministère de l'Intérieur. Ah oui. Et que moi, on me demande rien. Eh ben, ça serait impossible aujourd'hui. Impossible. Ça serait inacceptable. Les journalistes n'acceptent pas. Il y a plein de trucs que j'ai vus, hélas. Ou même l'Express, pourtant, qui est un journal mythique, où on pouvait pas écrire, j'étais au Vietnam, j'étais envoyé au Vietnam, on pouvait pas écrire que les Américains n'allaient pas gagner. C'était impossible. Ça dérangeait Servan Schreiber, là, qui avait écrit des trucs à la gloire de l'Amérique. Bon. Aujourd'hui, ce serait impossible. Donc, il y a les deux, si vous voulez. Il y a le fait qu'il y a comme je vous dis, une emprise des radicalités, et des inobjectivités terribles, mais il y a des choses qui étaient possibles avant, ou plutôt, et qui ne seraient plus possibles aujourd'hui dans le domaine de la censure, etc. Bon, tendance plutôt inverse de ce que pense Loïc. Alors. En tout cas, jamais de censure sur Sud Radio, parlons vrai. On se retrouve dans un instant et vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Frédéric Brindel. Et nous sommes avec Jean-François Kahn encore pour un quart d'heure et Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Alors même question qu'aux autres auditeurs de Sud Radio. Vous n'avez pas encore lu Mémoire d'Outre-Vie, on est bien d'accord? Non, par contre, c'est vrai que Jean-François Kahn est une personne intéressante, iconoclaste dans le paysage, je dirais parmi la bien-pensance existante du journalisme. Et c'est vrai qu'il faut des gens comme lui de plus en plus récurrents. Sur quoi vous vouliez revenir? En fait, déjà, je voulais vous citer, le calife à la place du calife Berkoff, déjà, la journée. Et puis surtout, je voulais pousser un coup de gueule contre les gens du showbiz et les sportifs qui font une tribune contre une candidate à la présidence de la République. Oui, vous nous avez certainement écouté tout à l'heure. Nous étions avec Philippe Banal, président de la Fédération française de handball, qui est l'un des 3 co-auteurs avec le président du judo et du basket. Moi, je trouve qu'il faudrait avoir une neutralité, c'est-à-dire que ces gens-là, le vote est secret, qu'ils expriment leur vote dans l'urne, ça les concerne, mais qu'ils ne mettent pas ça sur la place publique en demandant à telle ou telle personne voter contre Madame Untel parce qu'elle est comme ci, comme ça. Et surtout, c'est pareil, il y avait une auditrice il y a 2-3 jours sur Berkoff qui disait il faudrait interdire les instituts de sondage 1 mois et demi avant les élections parce que ça influence et ça fausse l'élection. Ce genre de tribune fausse l'élection, j'estime, parce que ça incite les gens à dire cette personne elle est méchante, etc. Faut pas voter pour elle. Moi, ça me fout hors de moi parce que il doit y avoir une stricte neutralité vis-à-vis du second tour. On devrait même éviter ce genre de tribune, l'interdire. Je suis désolé, je suis pour le droit de la presse, mais pour ces gens-là, que ce soit Showbiz et compagnie, ils font du tort et en même temps ils rajoutent de l'huile sur le feu. C'est contre-productif parce que les gens vont voter encore
encore plus pour la personne que ces gens-là combattent. Olivier, c'est un thème fort de l'émission que nous avons développé tout à l'heure. On va effectivement parler avec vous et avec Jean-François Kahn. Alors, je veux juste rappeler que nous avons parlé d'une trilogie. Il y a eu 2 tribunes, l'une des sportifs vedettes, hein, c'est-à-dire tout ce qui se fait de plus connu, sauf peut-être les joueurs de l'équipe de France de football. Hein. Il n'y avait que Dimitri Payet, mais qui n'est plus titulaire. En revanche, tous les autres, Agbenienou, Karabatic, Riner, Parker ont signé. Et puis donc, ces gens, ces dirigeants dont Philippe Bana qui a parlé tout à l'heure, mais à chaque fois sur ces 2 tribunes, il est question de dire on fait barrage au Rassemblement national, mais on ne s'investit pas pour un candidat, et surtout nous ne parlons pas au nom de toute la famille du sport. Donc ça, c'est ce qu'ils ont tenu à préciser. En revanche, le Comité national olympique du sport français, qui est l'institution qui qui régule, on va dire, les 107 fédérations du sport français, a pris fait et cause pour Emmanuel Macron, au nom donc de toutes les familles du sport français. Jean-François Kahn. Voilà, c'est compliqué parce que on peut se poser des questions sur, par exemple, les prises de position collectives des chanteurs ou des cinéastes ou des intellectuels. De quel droit, ou quel est votre privilège, etc. Bon, on pourrait. Encore, on peut dire aussi... Ils ont beaucoup aidé Mitterrand dans les années 80. Oui, ils sont plutôt droits. Ouais. On peut dire aussi pourquoi des journalistes seraient les seuls à avoir le droit de donner leur opinion. On pourrait dire aussi, au nom de quoi? Au nom de quoi? Moi, j'ai connu des journalistes extrêmement cons. Ils peuvent écrire des éditoriaux pour dire qu'il faut voter pour celui contre là, et puis un intellectuel intelligent n'aurait pas le droit. On peut aussi se poser cette question, mais c'est vrai. Il faut être juste. Les sportifs, c'est complètement différent, parce qu'ils sont totalement confrontés au problème de la pluralité ethnique, de la gestion du problème de la pluralité, du voile, de la religion. Ils parlent de multiculturalisme. Ils sont totalement intégrés dans la mondialisation par définition. Ils sont confrontés au club européen. Enfin, si vous voulez, si des gens sont concernés par l'enjeu de ces élections, c'est quand même eux. Donc, je ferai une différence pour eux. Je comprends beaucoup plus leur prise de position à eux que quelquefois d'artistes, de cinéastes. Le sport est l'école de la vie. Mais alors, sur l'histoire du CNOSF, qui dit clairement dans un communiqué « Je soutiens Emmanuel Macron ». Vous, Olivier, vous le dites, ça vous choque. Là, c'est quand même une institution qui représente un mouvement. De toute façon, je ne comprends pas, parce que c'est complètement inutile. Il n'y a pas besoin de dire qu'on soutient Emmanuel Macron. On n'a qu'à dire qu'on vote contre Le Pen. En plus, ils donnent des verges pour se faire... C'est comme Strauss-Kahn, si j'ose dire, ils donnent des verges pour se faire battre. Ouais. Olivier, je vous entends, vous réagissez. Allez-y, Olivier. Il est d'accord, mais c'est vrai que c'est rajouter de l'huile sur le feu, c'est contre-productif, et ça va inciter encore plus les gens qui sont enragés en France, qu'ils soient de LFI, un tiers, ou qui n'ont pas voté, etc., à se dire tout sauf Macron, on dégage comme Lavajato au Brésil, on fait le ménage, on tire la chasse d'eau une bonne fois pour toutes parce qu'on ne veut pas reprendre 5 ans de Macron, et tout ce partie de ce monde sportif est progressiste, pro-LGBT, et c'est tout ce que détestent ces enragés en France qui ne veulent pas de Macron, parce que 5 ans de Macron de plus, c'est... moi, je vais juste faire une image figurée, je pense que M. Kahn va être d'accord. L'histoire du verre d'eau et l'aspirine. Le verre d'eau, c'est Macron et l'Europe. L'aspirine, c'est la France. Qu'est-ce qu'on donne? Ça fait quoi, un cachet d'aspirine dans l'eau? Ça se dissout. C'est ce que veut Macron. Bon, j'ai pas compris. C'est une belle image, en tout cas, c'est une belle métaphore. Et nous sommes avec Guillaume, qui nous appelle au 0826 300 300 et qui nous appelle de Sarlat. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume, vous prenez donc le relais d'Olivier. Allez-y, vous êtes avec Jean-François Kahn. Quelle question? Bonjour, je voulais réagir par rapport aux propos de tout à l'heure sur la non-censure possible. J'ai un écho terrible. La non-censure possible à notre époque par rapport aux journalistes. J'ai pu échanger avec quelqu'un qui travaille à l'AFP. À l'agence France Presse, oui. Voilà, et qui m'a expliqué qu'à l'AFP, ils avaient des consignes très, très précises. D'une part, ça avait été au moment des Gilets jaunes. D'autre part, ça a été sur les traitements du Covid, où on leur disait ça, vous en parlez pas. Dans la mesure où il me semble que beaucoup de journalistes font du copier-coller des publications de l'AFP,
je m'interroge sur la liberté que peuvent avoir ces mêmes journalistes. Oui, alors c'est très intéressant et effectivement ce que vous dites. Copier-coller de l'AFP, encore une fois, je serais tenté de vous dire, c'est un moindre mal. Mais quand ce sont des copier-coller aussi des sites internet sans les vérifier, ça c'est encore pire pour les journalistes. Alors, Jean-François Kahn vous répond. Non, mais tout ça c'est des bonnes questions. Ou même la dame d'une école de droit, la présidente d'une école de droit de Nantes, de l'université de Nantes, la présidente de l'université de Nantes, qui a dit qu'il fallait voter Macron. On peut se poser des questions, etc. Absolument. Maintenant, il faut se poser toutes les questions. Quand on se pose des questions, poser toutes les questions, d'un côté comme de l'autre. Le fait que, par exemple, le Figaro, le site internet du Figaro, qui est excellent. À mon avis, c'était un des très très bons sites internet. Très gros travail, un fil réactualisé. Très bien fait, réactualisé, avec des millions, etc., de gens qui participent. Dans les débats, les internautes, ça soit confisqué, ça a été confisqué à 70 à 80% par des partisans de Zemmour. D'une violence inouïe, mais inouïe. On peut aussi poser cette question. Est-ce que c'est normal d'accepter cette confiscation presque hold-up d'un site qui s'adresse à tout le monde par une tendance politique? Et je penserais la même chose parce que sur d'autres sites, c'est les partisans de Mélenchon. D'ailleurs, ça rejoint ce que je vais vous dire. C'est-à-dire les partisans de Zemmour à un moment et de Mélenchon de l'autre côté ont complètement mis la main sur un certain nombre de sites de réseaux sociaux et de sites internet. Et ça pose aussi un problème. Faut le dire. Alors vous me direz que si les macronistes n'y sont pas présents, c'est qu'ils sont nuls pour le coup, sur ce coup-là. Je ne comprends pas. Je fais une parenthèse. Comment il s'appelle le mec qui dirige La République En Marche? C'est-à-dire Guérini, je crois. Guérini, comment il s'appelle? Stanislas Guérini. Oui, alors parce qu'il y a dirigé au niveau de l'Assemblée. Il dirige. Le mec, il dirige le parti soi-disant La République En Marche. Je sais bien que ça n'existe pas, La République En Marche. Il dirige le parti En Marche. Tous les réseaux sociaux seront complètement confisqués par l'extrême droite, l'extrême droite. Le type, il n'est même pas capable de mobiliser 10 marcheurs pour répondre. Le mec, je le virerais. Moi, je serais Macron, je le virerais dès demain. Bon, en tout cas, la question d'origine, c'est est-ce qu'on fait pression sur les journalistes? Non, mais il y a toujours une rédaction en chef qui... Mais il ne faut pas dire on, de toute façon. Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des endroits où on le fait, il y a des endroits où on le fait pas. Voilà, j'ai dit on est un con, c'est le problème. Mais là, oui, effectivement, le rédacteur en chef a aussi de temps en temps un regard en disant attention, si vous allez sur tel ou tel thème, vous ouvrez plus de chances sur telle ou telle personne ou d'autres. Il y a un équilibre à voir. Mémoire d'Outre-Vie, le tome 2, vous en aurez pour votre argent, vous allez voir. Et merci beaucoup Jean-François Kahn, merci à tous ceux qui nous ont appelés. Tout de suite, Brigitte Lay. Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Frédéric Brindel. Avec le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.